Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque au premier chapitre de cinétique chimique, en se basant sur les notes qu'on a. Et il y a un truc un peu bizarre, non? La formation de l'eau, H2 plus O2, sur le papier, c'est super favorable. Ah oui, thermodynamiquement, ça devrait y aller tout seul. Exactement. Et pourtant, si on mélange les deux gaz, il se passe rien, ou presque. Ça peut rester comme ça des lustres. Pourquoi? C'est là qu'intervient la cinétique. Tout à fait. La thermo, elle nous dit si ça peut se faire, si c'est spontané. Mais elle dit pas quand, ni comment vite. La cinétique, elle regarde justement la vitesse des réactions. Et aussi, les étapes par lesquelles ça passe, le fameux mécanisme réactionnel. Ok. Donc notre mission, si on l'accepte, c'est de rendre ça un peu plus clair. Qu'est-ce que c'est? La vitesse? Comment on la mesure? On l'exprime? Et qu'est-ce qui la fait varier? C'est ça l'idée? Rendre ça accessible. Alors la vitesse, on la note V. Mathématiquement, c'est la dérivée de l'avancement, W, par rapport au temps. V égale dW dt. C'est un peu abstrait dit comme ça peut-être. Oui, on peut la relier plus concrètement aux espèces chimiques. Pour une espèce I, c'est V égale 1 VI dNI dt. VI, c'est le coefficient stoichiométrique, négatif si c'est un réactif, positif si c'est un produit. Et N, c'est la quantité de matière, les moles. D'accord. Et souvent, en chimie des solutions par exemple, le volume V est constant. Du coup, on parle plutôt en concentration, notée entre crochets. Exactement. Pour un réactif R, sa concentration R diminue. Donc sa vitesse d'apparition est négative. Pour avoir une vitesse de réaction positive, on met un signe moins. V égale 1 sur NR dR dt. Logique. Et pour un produit P, sa concentration P augmente, donc dP dt est positif. Là, pas besoin de signe moins. V égale plus 1 sur Vp dP dt. Voilà, ça c'est la définition. Maintenant, le cœur du sujet. De quoi dépend cette vitesse? Principalement des concentrations des réactifs. C'est là qu'arrive la loi de vitesse. Et si j'ai bien compris, c'est la partie on ne peut pas deviner, il faut mesurer. C'est exactement ça. C'est une loi expérimentale. On observe et on trouve souvent une forme du genre. V égale K fois A puissance alpha fois B puissance bêta, et ainsi de suite pour tous les réactifs. Ok, décortiquons ça. A bêta. Alpha et bêta, ce sont les ordres partiels de la réaction par rapport à A et B. Ça indique comment la vitesse change quand on change la concentration de A ou de B. Leur somme, alpha plus bêta plus, etc., c'est l'ordre global. Et le K? K, c'est la constante de vitesse. Elle ne dépend pas des concentrations, mais elle dépend beaucoup de la température. Et elle est spécifique à chaque réaction. Et là, attention, le piège classique, il faut vraiment insister. Les ordres alpha et bêta, ils ne sont pas forcément égaux aux coefficients stéchiométriques VA et VB de l'équation bilan. Absolument, c'est une erreur très fréquente. Les ordres alpha, bêta, etc. reflètent le mécanisme réel de la réaction, les étapes élémentaires, pas juste le bilan global. On a des exemples. Oui, par exemple, pour H2 plus I2 qui donne 2HI, en phase gazeuse, on trouve expérimentalement que V égale K H2I2. Là, coup de chance, les ordres 1 et 1 correspondent aux coefficients 1 et 1. Ah, mais c'est un piège alors. Exactement, parce que pour H2 plus Br2 qui donne 2HBr, la loi de vitesse est beaucoup plus compliquée. Elle fait intervenir H2 et Br2 avec des puissances qui ne sont pas 1 et 1. Il y a même un terme au dénominateur. Dans certaines conditions simplifiées, on peut avoir un ordre demi par rapport à Br2. Rien à voir avec le coefficient 1. D'accord, donc méfiance. Ordre égale expérience, pas coefficient égale équation bilan. C'est ça. Et d'ailleurs, petite astuce mémotechnique, les unités de K dépendent de l'ordre global. Si la vitesse est en mol par litre par seconde, mol.L-1.S-1, alors pour un ordre 0, K sera aussi en mol.L-1.S-1. Pour un ordre 1, K sera en S-1. Pour un ordre 2 en L.mol-1.S-1. Regarder les unités de K, c'est un bon moyen de vérifier l'ordre global. Pas mal. Et concrètement, comment on fait pour suivre une réaction et trouver ses ordres? On mesure quoi? On mesure l'évolution d'une concentration au cours du temps. On peut utiliser plein de techniques. Par exemple, la spectroscopie, si une espèce absorbe de la lumière à une certaine longueur d'onde. Ou mesurer la pression, si un gaz est produit ou consommé. Ou suivre le pH, la conductivité, ça dépend de la réaction. Et on obtient une courbe concentration en fonction du temps.
Oui. Et la pente de la tangente à cette courbe à un instant t donne la vitesse instantanée à cet instant. Souvent, on s'intéresse à la vitesse initiale, tout au début, et aussi au temps de demi-vie, t demi. C'est le temps qu'il faut pour que la concentration d'un réactif soit divisée par 2. OK. Et pour déterminer les ordres alpha-bêta, comment on s'y prend avec ces données? Il y a des méthodes, non? Intégrale, différentielle. Oui, 2 approches principales. La méthode par intégration, c'est on suppose un ordre, 0, 1 ou 2 le plus souvent. On intègre la loi de vitesse correspondante, ce qui donne une équation liant la concentration au temps. Et on regarde si nos points expérimentaux collent à cette équation. Exactement, par exemple. Exactement. Par exemple, si on suppose ordre 0, V égale K, l'équation intégrée, c'est AT égale A0 moins KT. Si on trace AT en fonction de T, on doit obtenir une droite de pente moins K. Le temps de demi-vie et demi vaut A0 de K. Il dépend de la concentration initiale. Et pour l'ordre 1, Ordre 1, V égale KA. L'intégration donne ln AT A0K. Donc si on trace ln AT en fonction de T, on a une droite de pente moins K. Et là, point très important, le temps de demi-vie t demi vaut ln 2K, environ 0,693K. Il est indépendant de la concentration initiale A0. C'est un super indice pour reconnaître un ordre 1. ah oui, ça c'est utile. Et l'ordre 2, Pour l'ordre 2 simple, V égale KA au carré, ça donne 1 AT égale 1 A0 plus 2 KT. On trace 1 AT en fonction de T, on cherche une droite de pente plus 2K. Et le T demi vaut 1 2K A0. Il dépend de A0, comme pour l'ordre 0. donc en gros, on teste ces différentes linéarisations et on regarde laquelle marche. Et le temps de demi-vie donne une bonne indication aussi. Il y avait aussi une histoire de pseudo-ordre 1. Ah oui, c'est une astuce pratique. Imagine une réaction d'ordre 2. V est égal à K à B. Si on met un des réactifs, disons B, en très très grand excès par rapport à A. Alors sa concentration B ne va quasiment pas changer au cours de la réaction. Exactement. B reste à peu près constante égale à B0. Du coup, la loi de vitesse devient V approximativement KB0 A. Le terme KB0 est une constante qu'on peut appeler K apparent ou K pseudo. Et on se retrouve avec V approximativement K pseudo A. La réaction se comporte comme si elle était d'ordre 1 par rapport à A. Ça simplifie beaucoup l'analyse. Malin. Et l'autre méthode, vite fait, c'était quoi? La méthode différentielle, ou des vitesses initiales. On mesure la vitesse tout au début de la réaction, V0, pour différentes concentrations initiales A0, en gardant les autres constantes. En traçant log V0 en fonction de log A0, la pente donne l'ordre partiel par rapport à A. On fait ça pour chaque réactif. D'accord. Bon, on a parlé des concentrations, mais il y a un autre facteur très important, la température. On sait bien que chauffer, ça accélère les réactions, en général. Oui, quasi toujours. C'est décrit par la loi d'Arrhenius. Elle dit comment la constante de vitesse K varie avec la température T en Kelvin. K égale A expo moins EA RT. Waouh. Alors A, EA, RT. R, c'est la constante des gaz parfaits, T, la température, mais A et EA. Eta, c'est l'énergie d'activation. C'est l'énergie minimale que les molécules doivent avoir quand elles se rencontrent pour que le choc soit efficace et mène à la réaction. C'est une sorte de barrière énergétique, une colline à franchir. Donc plus EA est grande, plus la barrière est haute et plus c'est difficile de réagir, donc K est petit et la réaction est lente. Logique. C'est ça. Et A, c'est le facteur pré-exponentiel ou facteur de fréquence. Il est lié à la fréquence des collisions entre molécules et à l'orientation nécessaire pour que la collision soit efficace. Et on peut déterminer EA expérimentalement? Oui, si on mesure K à différentes températures, la loi d'Arrhenius peut se linéariser en prenant le logarithme. lnk égale lna moins EAR 1t. Si on trace lnk en fonction de 1t, on obtient une droite dont la pente est moins EAR. Ça permet de calculer EA. Ok, température check. Et si on veut accélérer sans chauffer? On pense au catalyseur. Exactement. Un catalyseur, c'est une substance qui accélère une réaction, mais qui n'est pas consommée globalement. On le retrouve intact à la fin. Il fait quoi, au juste? De la magie? Ah, pas de magie, mais de la chimie astucieuse. En fait, le catalyseur, il propose un autre chemin réactionnel. Un mécanisme différent, avec des étapes intermédiaires, mais dont l'étape la plus lente a une énergie d'activation, disons EA, qui est plus basse que l'énergie d'activation EA de la réaction sans catalyseur.
Ah, il abaisse la barrière énergétique. Donc, à la même température, plus de molécules ont assez d'énergie pour passer cette nouvelle barrière plus basse. Voilà le principe. La réaction va plus vite. Mais attention, point crucial, le catalyseur accélère la réaction, mais il ne change pas l'équilibre final. Il ne change pas la constante d'équilibre K. Il permet juste d'atteindre cet équilibre plus rapidement. D'accord ? Et il y a différents types, non? Homogènes, hétérogènes? Oui. Homogène, c'est quand le catalyseur est dans la même phase que les réactifs. Par exemple, des ions H+ en solution aqueuse pour catalyser certaines réactions organiques. Hétérogène, c'est quand le catalyseur est dans une phase différente. Le plus connu, c'est les métaux solides, platine, palladium, dans les pots catalytiques des voitures qui traitent des gaz d'échappement. Et les enzymes dans notre corps, ce sont des catalyseurs biologiques super efficaces, c'est ça? Absolument. Des catalyseurs naturels extrêmement performants et spécifiques. Bon, si on récapitule ce chapitre 1, la cinétique, c'est l'étude de la vitesse et les mécanismes. La vitesse dépend des concentrations via la loi de vitesse, qui est expérimentale, attention. Les ordres ne sont pas les coefficients stéchiométriques. C'est ça. Et la vitesse dépend aussi de la température, via la constante K et l'énergie d'activation, décrite par la loi d'Arrhenius. Voilà les bases essentielles. Et pour aller un peu plus loin, une question à laisser mûrir. Maintenant qu'on a vu comment on peut jouer sur les concentrations, la température, la présence de catalyseurs pour influencer la vitesse, comment pourrait-on utiliser ces outils de manière peut-être très fine, très contrôlée, pour non seulement obtenir les produits qu'on veut, mais aussi pour décider quand ils se forment et à quel rythme précis?